5 étoiles sur le maillot et une galaxie de stars. Le football doit beaucoup au Brésil, sa célèbre tunique jaune et verte et surtout son légendaire Joga Bonito. Mais dans l'ère de la surmédiatisation du football, l'hégémonie des clubs européens sur la science du jeu ne fait plus de doute. Alors, dans ce pays qui a longtemps vibré par sa passion, sa fraîcheur et son ode à une technicité dansante, les Brésiliens ont progressivement délaissé leur fantaisie pour plus de mesure et d'équilibre tactique. En 2002, le Brésil glane un 5e sacre mondial avant de plonger dans ce qui ressemble à une lente chute pour l'identité de cette terre emblématique pour le jeu. Son championnat domestique s'est transformé en usine à pépites pour l'Europe. Couplé à un manque de rivalité continentale, les porte-drapeaux de la Seleção sont aujourd'hui quasi unanimement des joueurs évoluant en Europe. Essayons donc de comprendre les raisons de cette progressive européanisation du football brésilien. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. C'est l'histoire d'un pays qui vibre pour le foot plus que de raison. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Rai, champion du monde en 94 avec la Seleção. Au Brésil, le sport numéro 1 est le volleyball. Le football est une religion. Bien qu'importé par un fils d'ingénieur écossais, le football est devenu au Brésil un symbole de l'identité nationale. Sa mythique sélection est aujourd'hui ex aequo avec l'Allemagne, la nation la plus titrée en Coupe du Monde de l'histoire du jeu. Plus que le palmarès, le Brésil parle un langage foot unique, du style flamboyant de l'équipe au milieu du XXe siècle au virgule de Ronaldinho, le Joga Bonito enchante la planète foot. L'idée devient même une obsession depuis que Nike en a fait un élément marketing en 2006. Passement de jambes, élastico, sombrero, au Brésil, le football est une danse cathartique qui déploie les passions jusqu'à l'excès. En 1950 d'ailleurs, lors de la défaite finale face à l'Uruguay au Maracanã, certaines sources évoquent des crises cardiaques et une vague de suicides dans les tribunes au coup de sifflet final. Pas du tout excessif, non. Peu importe, du roi Pelé à Ronaldinho en passant par Rivaldo, Ronaldo et Neymar, le Brésil est une nation de stars, du ballon rond et d'idoles. Mais lorsque Orei pouvait devenir légendaire en effectuant la quasi-intégralité de sa carrière au pays, ses successeurs sont eux devenus des stars en mettant tour à tour l'Europe à leurs pieds. Neymar quitte par exemple Santos à seulement 21 ans en étant déjà un prodige promis au succès, mais il est loin d'être un cas isolé. Cet exode systématique trouve racine à la fin des années 90 et tiens, il est l'œuvre d'un certain Pelé. En 1995, le roi Pelé est élu ministre des Sports au Brésil. Il souhaite s'attaquer à l'hermétisme des clubs dans le football en promulguant une loi qui leur impose de se déclarer en société et de devoir rendre public leurs comptes. Il souhaite également donner plus de liberté aux joueurs dans l'exercice de leur carrière, supprimant pour cela le pass, une sorte de droit de propriété sur les contrats de joueurs que les clubs possédaient. Avec cette loi, les joueurs pourraient s'affranchir de la toute-puissance des clubs et des agents. Le texte n'est finalement adopté qu'en partie, puisque les clubs peuvent néanmoins garder leur fonctionnement plus que nébuleux. En réalité, le changement majeur affranchit en partie les joueurs qui peuvent alors rêver à une plus grande liberté dans leur choix. Ce n'est finalement qu'en 2001 que le texte entrera en vigueur. Il bouleversera tout le modèle économique du championnat domestique. Rappelons aussi que, 6 ans plus tôt, en 1995, l'arrêt Bosman abolissait en Europe la possibilité d'opérer des quotas communautaires dans les institutions sportives. La voie pour un exode est donc libre. Qui plus est, le salaire moyen dans n'importe quel club européen a de quoi faire saliver les pépites du football brésilien. Et ça tombe très bien parce que sur le vieux continent, un patronyme en igno suffit souvent à taper dans l'œil des recruteurs. Ronaldinho, en porte-étendard de cette jeunesse dorée qui s'exile, c'est le Brésil qui mute en machine à pépites et n'a d'autre choix que de capitaliser très rapidement sur ses talents. Les effets de ce nouveau modèle s'en ressentent aujourd'hui très clairement dans la Seleção. Quand en 2002, ils sont encore 12 joueurs évoluant au pays à être titrés, en 2018, ils ne sont que 3 à prendre la route de la Russie. En 2022, les têtes d'affiche de la sélection, Neymar, Rafinha, Casemiro, Fabinho, Lucas Paqueta, Gabriel Jesus ou encore Vinicius, ont tous rallié les clubs européens à moins de 22 ans. Leur attachement à leurs racines et leur club formateur n'en est que plus ténu, et bien sûr, la proximité entre la Seleção et son public en pâtit également. Il est important de prendre conscience que l'incapacité des clubs du Brasileiro à faire face à cette révolution est aussi une résultante de la fragilité du championnat domestique. Instable depuis ses débuts, le football de clubs brésiliens a longtemps cherché à se structurer de la meilleure des manières. D'abord, des championnats régionaux sont organisés pour contrer la contrainte que représente la superficie du pays. Mais le racisme et les diverses ségrégations empêcheront pourtant les clubs de se structurer de manière pérenne à l'échelle nationale. Ce ne sera qu'en 1971 que le pays réunira ses forces vives dans une compétition nationale. Le football domestique restera gangréné depuis par des accusations de népotisme et un modèle économique trop fébrile. La sélection a donc dans ce contexte toujours été un moyen d'unir le peuple autour d'un maillot unique.
L'identité de jeu du Brésil résulte donc de ce métissage difficile à obtenir qui a longtemps été le terrible quotidien des joueurs. Aujourd'hui, le jeune Brésilien attire pour ce fantasme de la créativité et de cet ADN du beau jeu. Les joueurs partent pour l'Europe de plus en plus jeunes et y terminent leur formation pour progressivement devenir des produits conformes au marché européen. En voulant donner plus de pouvoir aux joueurs, Pelé, en fin de compte, affaiblit irrémédiablement le football brésilien. Il a fait entrer les clubs domestiques dans un marché globalisé surdominé par l'Europe. Sur le continent sud-américain, impossible de rivaliser financièrement en se basant sur un projet de performance, tant la Copa Libertadores est loin d'offrir la manne financière de la Ligue des Champions. Les clubs brésiliens dépendent ainsi inéluctablement de l'argent de l'Europe pour se développer. La quantité accrue de ventes de joueurs brésiliens dérègle l'équilibre sportif en Amérique du Sud. Les rivaux continentaux en deviennent quasiment incapables de suivre les performances brésiliennes. Pour preuve, entre 2010 et 2021, les clubs brésiliens ont d'ailleurs remporté 8 des 11 éditions de la plus grande compétition continentale. Face à ce manque de rivalité continentale, le niveau global des clubs se heurte à un plafond de performance qui les laisse loin des standards européens. Pour certains théoriciens du jeu, le Brésil a perdu de son extravagance et de son identité lorsque le combat entre technicité et tactique a penché sur la gestion tactique des rencontres et du jeu. Aujourd'hui, les joueurs brésiliens rejoignent un Eldorado qui oriente davantage leur jeu sur les déplacements et les circuits de passe. Par le développement de la défense en zone et du pressing, le football n'a laissé qu'une place plus cadrée à l'expression individuelle, souvent excentrique et déroutante des techniciens brésiliens. C'est peut-être d'ailleurs cette perte d'une forme d'imprévisibilité qui a causé de régulières déroutes pour la Seleção face aux sélections européennes, au XXIe siècle d'ailleurs. 0-1 contre la France en 2006, 2-1 contre les Pays-Bas en 2010, 7-1 contre l'Allemagne en 2014 et 1-2 contre la Belgique en 2018. Pour glisser vers la dernière étape de cette européanisation du jeu au Brésil, un peu de contexte s'impose. Dans le championnat professionnel brésilien, les entraîneurs de clubs sont soumis à outrance à la pression du résultat. Une série de défaites, même mineures, entraîne quasi systématiquement l'éviction de l'entraîneur. Les dirigeants du foot, ne pouvant accepter d'être mis en cause, utilisent comme fusible les coachs. La valse des entraîneurs est donc permanente dans les clubs importants du Brasileirão. En 2013, Dorival Junior réussit d'ailleurs la triste performance d'entraîner 3 clubs majeurs différents la même année, Flamengo, Vasco da Gama et Fluminense, de quoi mettre en place un beau projet de jeu. La solution pour tous ces coachs est alors de progressivement se plier à cette culture prégnante du résultat à tout prix. Le football de club s'est donc refermé et orienté vers une vision plus pragmatique et défensive du jeu, ce qui est plutôt paradoxal dans un pays comme le Brésil. Les profils se découpent entre défensif et offensif et la polyvalence des milieux de terrain est abandonnée au profit de la rassurante stabilité. Depuis 2019, la toute-puissance de l'Europe sur le jeu au Brésil va même plus loin en venant s'immiscer au sein du championnat domestique. Certains dirigeants se confortent aujourd'hui dans l'idée que les entraîneurs européens ou ayant eu du succès en Europe sont une solution à cet appauvrissement du jeu. La faute bien malgré lui à Jorge Jesus qui lance une mode du tout pour l'Europe par ses succès fulgurants avec Flamengo, 6 trophées dont une Copa Libertadores et un championnat du Brésil entre 2019 et 2020. Depuis, de nombreux entraîneurs étrangers se sont succédés sur les bancs brésiliens avec entre autres Domenech Torrent, Abel Ferreira ou Ricardo Sapinto. Les dirigeants du foot brésilien iront même jusqu'à envisager de mettre à la tête de la sélection Jorge Sampaoli, argentin sulfureux, pour relancer une sélection en perte de confiance. Le foot brésilien semble donc atteindre une forme de charnière. Les stades se vident progressivement et le retour d'anciennes gloires du championnat en pré-retraite n'a pas non plus permis un nouvel élan. L'Europe, par l'intermédiaire de grandes voix comme celle de Jürgen Klopp, pointeront même du doigt cette vision court-termiste et minimaliste de la gestion sportive d'un club. La façon dont les clubs brésiliens travaillent est définitivement mauvaise. Le Brésil tente aujourd'hui de sortir une nouvelle carte économique en offrant la possibilité à des capitaux étrangers de soutenir des clubs brésiliens. Depuis août 2021, une nouvelle loi permettant aux clubs de se constituer en société parachève d'une certaine manière la dynamique lancée par Pelé 20 ans plus tôt. En entrant toujours plus dans l'ère d'un foot libéralisé, le Brésil espère trouver une prospérité économique pouvant offrir l'espoir de rivaliser de nouveau avec l'Europe. Avec, dans un coin de la tête bien évidemment, le rêve de pouvoir de nouveau conserver les talents du pays, en somme l'espoir d'une nouvelle idole nationale comme le fut Pelé. Retrouver l'attachement du public, sa passion et la folie et l'excentricité du légendaire Roga Bonito en quittant cette position de tremplin, idée concrète ou totale folie? C'est l'intention pourtant de ce nouveau virage qui dépendra certainement d'une régularité des résultats de la Seleção sur la scène internationale. Tenir tête de nouveau aux nations européennes pour reconnecter le peuple à ses héros. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, aimer et partager.
A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!